Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Emmanuel Méraud de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, chargé de mission agronomie et production végétale. Je vais vous présenter les résultats de travaux qu'on a réalisés dans le cadre d'un projet PEI Santé du végétal, un partenariat européen pour l'innovation, qui était un PEI Santé du végétal avec un volet axé diversification des cultures. Et là, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu ce à quoi on a pu aboutir en termes de ce qu'on appelle un guide d'appui à la création de filières de diversification. Ce guide donc a pour objectif de proposer des éléments de recommandation. C'est vraiment des éléments de recommandation pour toute personne ou tout collectif qui veut mettre en œuvre une nouvelle filière de culture de la diversification. Et on a voulu ce guide qu'il soit d'une lecture fluide et qu'il soit facilement accessible et dans lequel on peut naviguer assez facilement d'un chapitre à l'autre et qu'il n'y ait pas forcément d'enchaînement contraint d'un chapitre à l'autre. Vous allez comprendre tout à l'heure. Voilà un peu les objectifs principaux, hein, c'est vraiment qu'on s'adresse à un public qui a envie entre guillemets, de développer une nouvelle filière ou qui se pose des questions sur le développement de nouvelles filières ou des collectifs d'agriculteurs, coopératives, organismes publics, etc., collectivités territoriales. Alors ce guide, on l'a construit donc dans le cadre du PEI Santé du végétal, pardon. Donc, on avait un groupe de travail sur cette thématique multipartenaire hein, qui comprenait des collègues de la Chambre d'agriculture, de l'ESA d'Angers, de la FR-CIVAM, de Terrena et de Terrinovia. Et l'objectif de ce groupe, l'objectif de ce groupe, c'était on s'est posé des questions sur comment on pouvait capitaliser et valoriser les différentes connaissances qu'on pouvait avoir sur les cultures de diversification. Et mais pas forcément d'un point de vue technique, mais plutôt d'un point de vue filière. Et donc pour cela, on a pratiqué plusieurs types d'enquêtes. On a enquêté des agriculteurs qu'on a ciblés comme étant des agriculteurs qui avaient déjà ou qui développent déjà entre guillemets des cultures de diversification au sens large. On a aussi pratiqué des enquêtes auprès de groupes d'agriculteurs et d'organismes économiques qui, eux, ont développé des filières de valorisation des cultures de diversification. Et puis, on a aussi interrogé, ou on s'est aussi intéressé au retour d'expérience d'autres groupes opérationnels qui étaient aussi présents dans ce même PEI Santé du végétal. Et du coup, issu de ces enquêtes, auprès d'agriculteurs et auprès d'organismes et auprès de groupes d'agriculteurs. Issus de ces enquêtes-là, on a bâti ce guide qu'on a articulé autour de 5 grands chapitres comme étant ce qu'on peut appeler des méta-recommandations, c'est-à-dire des grandes recommandations qui nous semblaient indispensables, nécessaires et qui ressortaient de manière assez forte à l'issue des différentes enquêtes auprès des différents publics. Et on s'est aperçu que ces 5 grands chapitres étaient un petit peu présents dans les problématiques que chaque enquêté mettait en avant lorsqu'on les a interrogés. Donc le premier chapitre, c'est tout ce qui tourne entre guillemets autour de la mobilisation des agriculteurs, voilà, l'objectif de favoriser leur mobilisation. Et pour cela, il y a la nécessité de prendre en compte des modalités d'accompagnement qui peuvent être variées. Dans un objectif de favoriser l'émergence de nouvelles filières ou alors de mobiliser ces agriculteurs dans ces démarches de mise en route de nouvelles filières. Le deuxième grand chapitre, c'est d'assurer la réussite de la production, bien évidemment. Voilà, la culture envisagée dans une nouvelle filière doit être cohérente techniquement et économiquement, voilà, pour l'ensemble des maillons qui constituent cette filière. Et donc, premier maillon qui sont les producteurs en amont hein, qui vont intégrer cette culture dans le système. Donc là, il y a tout ce qui concerne un peu l'accompagnement technique, etc. Je rentrerai un peu dans le détail après.
Un autre grand chapitre, c'est la pérennisation des débouchés. Voilà, comment on peut essayer d'anticiper les potentiels marchés du produit et comment on peut organiser cette continuité du ou des circuits de commercialisation. Un quatrième chapitre, c'est la mise en place de conditions de gouvernance justes et durables au sein de cette filière. Donc, comment on peut essayer de prendre en compte les divers intérêts et les différentes valeurs des parties prenantes dans cette filière, de l'amont jusqu'à l'aval. Et puis, un cinquième chapitre où on s'est plus intéressé à des aspects réseau, entre guillemets, où un facteur de réussite, entre guillemets, qui ressortait, c'était la mise en lien entre acteurs sur une même région, sur un même territoire, pour créer un terrain favorable à l'innovation et à la diversification. C'est-à-dire des objectifs qui ne sont pas directement opérationnels pour la mise en place de filières, mais qui, néanmoins, sont peut-être des éléments malgré tout nécessaires pour construire quelque chose de collectif et établir un climat propice à l'innovation et à la diversification. Donc voilà un peu les 5 grands chapitres qui composent ce guide. Donc ces 5 grands chapitres, ces 5 méta-recommandations donc, sont issus des travaux d'enquête qui ont été menés voilà, auprès des agriculteurs et auprès des collectifs d'agriculteurs et organismes économiques. Et donc du coup, on a enquêté des agriculteurs et comme je disais, on a enquêté aussi des filières de diversification. Donc on a enquêté différentes filières autour du chanvre, à la fois par un collectif d'agriculteurs, à la fois par une coopérative, des filières de culture plutôt à destination d'alimentation humaine, une SARL et un collectif d'agriculteurs. On a aussi enquêté une filière de légumes de plein champ sous forme juridique SAS. Et puis, on a enquêté des coopératives sur des filières lin, lupin, quinoa et soja en termes de négoce. Voilà un peu notre champ d'investigation, d'enquête à l'échelle régionale Pays de la Loire. Voici donc un peu comment s'articule le guide qu'on a conçu autour des 5 grands chapitres que vous avez déclinés là en cercle dans le milieu de ce schéma. Et donc pour chaque méta-recommandation, chaque tête de chapitre, on a derrière des sous-recommandations, j'ai envie de dire, comme par exemple à favoriser la mobilisation des agriculteurs. On a des sous-recommandations qui sont d'identifier des profils d'agriculteurs pour mieux accompagner les démarches. On s'est aperçu au travers des enquêtes qu'il y avait différents profils d'agriculteurs qui se dégageaient et que certains étaient peut-être plus enclins à accompagner la mise en œuvre de nouvelles filières. Et par exemple, un autre sous-chapitre, c'est de susciter les échanges avant et pendant la production pour favoriser une diversification durable. Et à chaque fois, nos sous-recommandations sont illustrées par des exemples concrets provenant des enquêtes qu'on a réalisées. Je ne pense pas qu'on ait le temps de développer tous les chapitres, bien évidemment, mais voilà un peu l'articulation générale. Et ce que je peux faire, c'est vous montrer un peu. En fait, ce guide, pardon, on l'a construit et imaginé comme un site internet que je vais vous montrer tout de suite. Ça va être beaucoup plus parlant. Si je veux bien, voilà. Donc on est sur le site de ce guide, un guide d'appui à la création de filières de diversification, site qui est lui-même dans un site un peu plus global qui recense tous les travaux qu'on a pu réaliser autour dans ce pays santé du végétal. Voilà, donc on retrouve l'explication un peu de ce guide et les différents chapitres, pardon, j'essaie de ne pas aller trop vite. On retrouve nos 5 têtes de chapitres et puis un 6e chapitre qui est plutôt les annexes dans lesquels vous pouvez retrouver les caractéristiques des différentes filières enquêtées, les caractéristiques des agriculteurs enquêtés, etc. Et par exemple, je vous montre rapidement, si on prend un chapitre, donc favoriser la mobilisation des
d'autres sous-recommandations, donc comme je dis aussi déjà tout à l'heure, donc susciter les échanges et identifier des profils de l'agriculteur. Voilà, par exemple, susciter des échanges, en savoir plus, je clique et là je vais arriver sur, c'est un petit peu long, je vais arriver sur comment dire, des recommandations ou des sous-recommandations un peu plus détaillées et un peu plus nombreuses, ou qui vont s'articuler sur donc dans susciter des échanges, pardon, il y a la mise en place et le fonctionnement, enfin, mettre en place un fonctionnement collectif, donc l'accompagnement des collectifs d'agriculteurs, comment favoriser les groupes d'échange entre pairs, apporter une expertise professionnelle, partager des valeurs, mais aussi, il y a aussi dans cet aspect échange entre agriculteurs, il y a donc comment fonctionne un collectif, mais il y a aussi comment on peut, entre guillemets, faire monter en compétence les agriculteurs. Donc, comment on peut les accompagner techniquement sur les cultures, comment on peut les accompagner plutôt sur la partie aval, sur la commercialisation, voilà, etc. Et à chaque fois, entre guillemets, on a essayé d'illustrer ces sous-recommandations par des exemples concrets venant des filières qu'on a enquêtées. Donc, soit sous la forme d'illustration, soit sous la forme de témoignages. Là, par exemple, les témoignages, ce sont les personnes qu'on a concrètement enquêtées. On a fait des petits verbatim. Et par exemple, sur l'illustration, par exemple, former techniquement sur les cultures. Donc là, la recommandation, c'est des formations sur les techniques de production de cultures nouvelles peuvent être assurées par des agriculteurs ou par des techniciens expérimentés. Et si je clique sur l'illustration, vous avez une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui vous donne des exemples un peu plus concrets de comment on en est venu, entre guillemets, à cette recommandation et comment ce discours-là est apparu dans les enquêtes qu'on a réalisées. Par exemple, la filière chanvre-fermier, sur l'accompagnement technique ou la formation technique sur les cultures, eux, ils procèdent plutôt voilà, les formations sont plutôt assurées par des paysans formateurs et les agriculteurs échangent techniquement entre eux. Et les agriculteurs les plus expérimentés eux, vont plutôt former les nouveaux producteurs, etc. Voilà, l'idée n'est pas forcément de rentrer dans le détail de chaque sous-recommandation, mais voilà un petit peu l'articulation de ce guide qui se présente, voilà, entre guillemets, toujours comme ça, avec nos 5 grands chapitres que vous retrouvez à gauche. Donc, favoriser la mobilisation, assurer la réussite, pérenniser les débouchés, etc. Et à chaque fois, des sous-chapitres, des sous-recommandations qui sont illustrées par des témoignages ou des illustrations. Je pense que je vais m'arrêter là par rapport au timing. Je reviens sur le diaporama. En fait, voilà, en ayant un peu plus de temps, peut-être qu'on aurait pu illustrer la filière chanvre fermier au travers de ce guide. C'est-à-dire que en enquêtant une filière telle que celle du chanvre fermier, on a pu faire ressortir différentes recommandations qui touchent à différents chapitres de ce guide. C'était ça un peu l'illustration souhaitée, mais je me dis qu'on n'a pas forcément le temps et que je laisserai chacun aller sur le site. Et je vais laisser la parole à Aline Vandeval qui va vous faire du lien entre ce groupe opérationnel, un groupe opérationnel soja dans la Sarthe et justement également le guide que je viens de vous présenter. Merci. Donc oui, je vais continuer en essayant d'illustrer ce qu'on a travaillé avec autour du soja en Sarthe pendant les 4 années du projet PUI Santé du végétal, avec comme objectif de structurer ou en tout cas d'engager une réflexion sur la structuration d'une filière locale à destination donc de soja à destination de l'alimentation animale. Et puis du coup de faire le lien avec le guide que vous a présenté Emmanuel. Du coup, je te laisse passer à la diapo suivante.
Merci. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a travaillé en Sarthe? Donc, c'est parce qu'on avait finalement, depuis 2015, un contexte assez favorable au développement de quelque chose, au développement du soja dans ce département. On avait des acteurs locaux qui étaient motivés et avec des filières de qualité qui sont présentes. Donc, vous avez les différents partenaires qu'on a eus qui sont illustrés ici, donc les établissements Josselin, Négoce, la laiterie Belle, les volailles de Loué, le port fermier sartois, donc qui étaient des acteurs plutôt intéressés. Finalement, le soja, c'était une opportunité de diversification des assolements et puis une opportunité de développement d'autonomie protéique des exploitations. Et donc, on a mené tout un travail de faisabilité, à la fois de faisabilité technico-économique du soja et puis sur un peu les enjeux et les perspectives de l'implantation de soja dans ce département. Donc maintenant, je vais illustrer un petit peu ce qu'on a fait autour des cinq thèmes qu'a présenté Emmanuel et qui structurent le guide. Donc, ce qu'on a fait pendant, du coup, depuis 2017 sur le développement du soja. Donc, en fait, sur le volet mobilisation des agriculteurs et finalement assurer la réussite de la culture, on a travaillé à la fois avec comme objectif de s'assurer de la faisabilité technique et de comment on intègre le soja dans le système, tout en veillant à impliquer au maximum les agriculteurs, susciter les échanges, identifier les agriculteurs qui pourraient être intéressés par cette culture. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est sur la diapo suivante. Excuse-moi, mon diaporama se bloque. D'accord. Là, je suis totalement bloqué. Alors. Je ne peux plus sortir du diaporama. D'accord. Ah, ça y est. Hop. Voilà, c'est bon. OK. Donc, concrètement, on a donc travaillé avec Terrinovia dans le cadre du PEI, puis ensuite d'un autre projet Cap Protéines, donc depuis plusieurs années pour sécuriser les itinéraires techniques de production de soja, mais aussi diffuser les connaissances auprès des agriculteurs et puis travailler un petit peu sur les débouchés de manière à augmenter les surfaces cultivées. Si ça marche, tu peux passer à la diapo suivante. Ouais, voilà, parfait. Donc, pour ça, on a travaillé en Sarthe et en Mayenne avec un groupe d'agriculteurs en conventionnel et puis également en Maine-et-Loire avec un groupe d'agriculteurs bio. On a identifié des groupes d'agriculteurs, enfin des agriculteurs qui cultivaient du soja sur lesquels on a été acquérir des données au travers de notations, de suivi des itinéraires, etc., pour pouvoir réaliser un bilan technico-économique. On les a accompagnés avec des bouts de champ, des messages techniques de manière à sécuriser finalement la production. Et puis, on a aussi mené des essais ou des plateformes de démonstration pour aller plus loin sur le choix variétal, les densités de semis, etc. Donc ça nous a permis à la fois d'impliquer les agriculteurs et de finalement développer une culture commune du soja. Donc c'est ce qu'on a illustré sur cette diapo-là avec finalement quelques exemples de ce qu'on a pu faire avec les agriculteurs, à la fois pour les mobiliser et pour finalement sécuriser la production. Donc, si on passe à un autre thème, on a également finalement cherché à faire du lien entre les différents acteurs de terrain, donc les différents partenaires qu'on avait, de manière à faciliter le développement du soja dans notre situation. Donc là, pour l'illustrer, c'est plutôt on va dire la réflexion collective qu'on a mise en place dans le cadre du projet avec certains des acteurs, enfin l'ensemble des acteurs que j'ai cités précédemment. Tu es encore bloqué tu es encore bloqué dans le diaporama, je suppose. Du coup, avec
un certain nombre d'acteurs locaux. Donc, j'ai cité les organismes économiques qui sont impliqués dans les filières, mais aussi on a mobilisé l'Union des CUMA, l'Association des producteurs de Belle. On a également travaillé avec le port fermier sartois dans le cadre qui menait une réflexion sur l'autonomie protéique. Voilà, donc on a essayé de mobiliser l'ensemble des acteurs et puis de finalement animer cette réflexion pour finalement les éclairer et les aider à se projeter vers un développement possible ou pas d'une filière soja locale. Enfin, on a travaillé sur la pérennisation, enfin sur le positionnement et les débouchés possibles. Donc avec la gouvernance qu'on avait mise en place avec nos partenaires, avec finalement une étude de différents scénarios qu'on a définis collectivement sur les débouchés possibles, sur l'utilisation possible de soja produit localement et sur sa valorisation. Donc, on a travaillé sur 3 scénarios qui incluaient 3 filières de qualité présentes dans la Sarthe. Donc, la laiterie Belle pour les bovins laits, les volailles avec la CAFEL et puis la filière porcine avec le port fermier sartois. On a travaillé 3 scénarios. Le premier qui était la production, l'hypothèse d'un développement d'une unité de trituration de soja locale à destination des 3 filières. Une deuxième hypothèse, donc plutôt de toastage, donc de moindre transformation du soja, donc par un opérateur tiers, plutôt pour de l'autoconsommation chez des bovins, laits et des porcs. Et puis enfin, une troisième hypothèse de déploiement d'un outil de broyage des graines de soja destinées à l'autoconsommation, donc des graines crues qui peuvent uniquement être consommées par les bovins laits. Donc en fait, on a défini ces 3 scénarios, on les a évalués au travers à la fois des besoins en soja, des volumes de soja à produire, des disponibilités potentielles, des coûts de transformation, etc. Donc ça a permis d'éclairer finalement les acteurs sur ce qui était faisable ou pas. Je ne vais pas vous présenter les résultats détaillés, mais juste les principales conclusions. Ce qu'on a pu noter, c'est que notre premier scénario avec une usine de trituration demandait, était très fortement drivé par la filière volaille, si on voulait atteindre des volumes suffisants, et ou sinon par un élargissement de l'aire d'approvisionnement en soja. On ne pouvait pas produire tout le soja localement pour ce type d'usine. Le deuxième scénario, lui, il nécessitait des études plus approfondies encore, à la fois sur les performances d'élevage avec le toastage et puis aussi sur comment dimensionner un tel outil. Troisième scénario, c'est qu'une substitution partielle de soja, mais par contre, c'est une hypothèse très simple, mais qui va concerner des faibles volumes de soja. Voilà, donc chaque hypothèse avait ses points forts et ses points faibles. Dernier point qu'on a travaillé plutôt autour de la gouvernance, d'une gouvernance juste et durable. Alors, on a juste engagé cette réflexion-là du fait de l'avancée du projet. On a travaillé avec ce qu'on a appelé une démarche de fair price, donc d'un prix éthique. Donc c'est une démarche qui avait été initiée dans un projet européen qui s'appelle Divers Impact, donc qu'on a essayé de remobiliser. Et on a fait travailler les acteurs partenaires de cette réflexion autour d'une liste de critères donc qu'il mettrait une liste de critères à prioriser pour définir ce qu'est un prix juste pour chacun des acteurs de la filière. Voilà, donc on a engagé cette réflexion donc en termes de production, d'indicateurs, de critères plutôt autour de la production, la commercialisation, autour du développement de la chaîne de valeur et autour aussi des aspects relationnels. À chaque acteur de définir de prioriser ces critères et puis ensuite l'idée étant d'engager une réflexion
autour de comment chacun priorise, de manière à se mettre d'accord sur la définition d'un prix juste. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a pu mener. Au final, c'est un travail vraiment de fond, hein. Voilà, on a travaillé beaucoup sur la montée en compétences des agriculteurs sur la culture du soja. Voilà, sur les 2 premiers volets que je vous ai présentés. Notre étude filière, elle a permis d'alimenter la réflexion des acteurs locaux. Finalement, on s'est rendu compte qu'au-delà de l'intérêt agronomique de la culture du soja, l'intérêt économique était quand même très fortement dépendant des prix du marché mondial et aussi des cahiers des charges de chaque filière pour l'alimentation animale, ce qui du coup à l'heure actuelle n'a pas, il n'y a pas eu de décision de prise vers l'une ou l'autre des hypothèses. Chaque filière est en train de réfléchir et aussi de regarder au-delà du département de la Sarthe. Nous, on s'était fixé une échelle locale, mais voilà, la réflexion est certainement à élargir, donc c'est à suivre. Si vous voulez en savoir plus, donc il y a eu différents documents qui ont été rédigés pour retracer un petit peu tout ce qu'on a fait. Vous les retrouverez sur le site internet dont l'adresse apparaît ici et qui est également l'endroit où vous pourrez retrouver le guide méthodologique qu'a présenté Emmanuel tout à l'heure. Voilà pour l'illustration qu'on pouvait faire, une des illustrations qu'on pouvait faire autour de la diversification.